Bien, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Donc aujourd'hui, je dois être le seigneur de l'étape. Tout à l'heure, quand Patrick Lerena parlait de télématique, figurez-vous que ça a été le début de ma carrière. Et donc, j'ai passé quelques heures de vol à faire de la télématique. Vous imaginez, c'est un mot qui n'existe plus, qui est même rayé du dictionnaire, où on dit que c'est un mot vieilli, obsolète. Je voudrais vous parler d'un sujet qui est évidemment essentiel parce que la valeur des choses, c'est quelque chose qui est fondamental avant même la technologie. Et in fine, si la technologie n'est pas accompagnée et précédée par la valeur, eh bien, la technologie, eh bien, elle sera oubliée et abandonnée. Donc, je suis Jean-Paul Mochard, je travaille dans un cabinet de conseil en management. Actuellement, le cabinet accompagne un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises, ou de plus petites, ou des collectivités territoriales, dans les sujets qui sont à la fois des sujets d'organisation, mais aussi à la fois dans leur transformation numérique, puisque c'est l'un des mots qu'on retient aujourd'hui, la transformation numérique. Certains parleront de transition et d'autres encore de révolution numérique. Je pense que pour vous, la révolution, ce n'en est pas une, parce que vous vivez avec, mais pour une grande partie de la population, c'est une véritable révolution. Il faut quand même savoir que dans un dernier rapport du défenseur des droits, de Jacques Toubon, eh bien, il signalait qu'environ un tiers de la population française était totalement effrayée par la chose, effrayée ou ignorant ou indifférent à la chose numérique. Ça paraît énorme, c'est la réalité, et les élus des territoires sont intéressés par ce qu'ils appellent l'inclusion numérique, faire en sorte que tout le monde soit inclus dans cette révolution. Le cabinet fait partie d'une alliance, vous voyez sur l'écran, qui s'appelle IoT Alliance. Donc c'est une alliance d'entreprises qui a pour objectif et pour objet d'aider les entreprises à monter leurs projets IoT. Quand on parle de date, je voudrais vous parler d'une date 1989. Ça vous dit quelque chose, 1989 ? 1989, chute du mur de Berlin. Chute du mur de Berlin. Vous ne le saviez pas, mais c'est aussi la naissance de mon deuxième fils. Et puis, c'est aussi la publication d'un livre d'un certain Stephen Covey, qui a écrit un livre, ce qu'on appelle un best-seller, 15 millions d'exemplaires vendus dans le monde en 38 langues. Alors, je vous invite à le lire ou à picorer quelques données de bon sens. Et là, il énumère les 7 habitudes pour être efficace. Donc, ça s'applique à l'échelle individuelle, ça s'applique à l'échelle collective, ça s'applique à l'université comme à l'école, dans le privé comme dans le public. Et il dit des choses tellement évidentes que c'est encore mieux de les appliquer. Et celle qui m'a beaucoup plu, c'est la troisième. C'est commencer par le commencement. Et voilà une belle porte ouverte qu'on vient de défoncer. Commencer par le commencement, ça va être finalement la clé de notre projet IoT. Et bien souvent, nous allons observer, les journalistes observent, les entreprises observent qu'on ne commence pas un projet IoT par son commencement, et ça va être une des raisons de difficulté. Donc, je vous invite à commencer par le commencement. Si vous devez lancer un projet IoT, eh bien, commencez par le commencement. Et la question, c'est quoi le commencement ?
peut-être que la première chose à faire, c'est de s'arrêter et de réfléchir sur les enjeux qui sont devant vous, quels sont les enjeux à définir. Donc il faut écrire vos propres enjeux et on peut utiliser toute technologie pour essayer de brainstormer sur la question. Vous connaissez peut-être la fameuse méthode Pestel, politique, économique, sociale, technologique, environnementale, légale. Donc réfléchir sur ces domaines-là et identifier qu'est-ce qui pourrait être les enjeux qui nous font démarrer. Les enjeux de l'IoT, évidemment, pour une entreprise, ben, ça va être d'élargir ou de soutenir son chiffre d'affaires, élargir éventuellement ses parts de marché. Mais en tout cas, j'ai eu dans ma carrière un patron, lorsqu'on lui demandait quels étaient ses objectifs, et d'une manière très sérieuse, quels sont vos objectifs, il répondait « survivre ». Et donc, ça, c'est lié à l'espèce humaine qui essaye de survivre. Survivre dans un monde difficile, dans un monde concurrentiel. Et donc, l'IoT fait partie des projets de croissance, mais aussi de survie. Je connais un industriel qui vend des piscines. Eh bien, s'il se contente de vendre des piscines, il ne survivra pas. Il mourra. Je ne sais pas si vous avez observé en ce moment à la télé, on n'arrête pas de voir des fabricants de piscines. Tous les jours, il y a un nouveau fabricant de piscines qui vous envoie une pub et qui vous envoie du rêve. Et maintenant, on vend des piscines connectées. Parce qu'avoir une piscine, ça fait rêver, mais c'est quand même pas mal d'emmerdement. Vous partez en vacances, il faut s'assurer que le voisin va vérifier si la pompe fonctionne, si le chlore n'est à sa bonne quantité, s'il n'y a pas de mousse qui apparaissent, etc. Donc c'est aussi des soucis. Et voilà que miraculeusement, la piscine connectée va vous soulager, va vous détendre, et vous allez pouvoir partir en vacances avec votre piscine au bout de votre smartphone, et vous allez avoir des objets connectés qui vont vous remonter sur votre smartphone la température, le taux de chlore, le taux de salinité, etc., etc. Et voilà un usage très pratique de la piscine. Et si vous ne vendez pas une piscine connectée, vous êtes dans l'ancien monde. Donc la piscine, oui, il faut de l'eau, oui, il faut du soleil, oui, il faut des chaises longues, mais maintenant, une piscine se vendra parce qu'elle est connectée, comme les voitures d'ailleurs. Ensuite, les enjeux, c'est peut-être d'améliorer, on va voir ça dans l'industrie, améliorer la qualité des produits, la surveillance des produits grâce à une multitude de capteurs qui vont pouvoir vous aider. On rêve aussi de personnalisation. Au lieu d'avoir des produits standards, homogènes, tous le même, eh bien, le besoin de personnalisation, grâce à la capture d'informations contextuelles, va vous permettre d'avoir des services qui vous sont adaptés en fonction du contexte et en fonction du contexte qu'on mesure. Donc il faut réfléchir à son marché, réfléchir à son environnement. La technologie, effectivement, aujourd'hui, pourquoi on parle d'IoT plus qu'avant? Parce que la technologie le permet. On l'a rêvé, et maintenant on le peut. On le peut, et on le peut techniquement, et on le peut économiquement. La technologie est devenue accessible, et ça serait dommage de s'en priver. Il faut savoir que d'après un cabinet d'observation des marchés de l'informatique et autres, le Gartner Group, on estimait à 11 milliards d'objets connectés en 2018, et en 2019, on pense qu'il y en aura 19 milliards, estimation basse. D'autres parlent de 40 milliards, du double d'objets connectés. Vous imaginez ce que ça représente, ce volume de devices, d'objets, de capteurs, et le volume de données qu'ils transmettent. Les exemples d'objets connectés et de projets, ils vont bien, aussi bien dans la santé que dans la surveillance, que dans la détection, que dans la régulation des consommations d'énergie,
que ça permet aussi de prendre des décisions rapidement. On parle à tous les présentateurs vont utiliser le mot agile. Eh bien oui, le fait de pouvoir prendre une décision rapidement parce que vous avez une information en temps réel va vous permettre d'être pertinent dans vos prises de décision. Aide au diagnostic, télémédecine, maintenance à distance, maintenance proactive, maintenance réactive. Voilà, il y a toute une série de possibilités qui offrent maintenant les objets connectés. Les idées fourmillent. Là, les idées, il y en a autant. Je suis sûr que chacun d'entre vous peut avoir une idée différente de son voisin. Et la multiplicité des données qui vont apparaître est nombreuse. Les obstacles, je vais aller très vite là-dessus. Je vais simplement prendre le 4, le 2, le 4 et le 5. Le 2, c'est travail collaboratif. Voilà, la complexité de ces projets IoT fait qu'on a besoin que des gens très différents travaillent ensemble. Et non pas l'un après l'autre, non pas je te donne mon cahier des charges et toi tu fais ça, mais travailler ensemble. C'est ça la méthode agile. La méthode agile, c'est pas d'être contraint dans un canal et dans un cheminement serré, c'est qu'effectivement, d'une manière collaborative, quelqu'un va pouvoir proposer ou amender une idée. Même un juriste peut faire partie d'une équipe, c'est même conseillé. Un marketeur peut faire partie d'une équipe. Un homme réseau peut faire partie de l'équipe projet IoT, et c'est vivement recommandé. L'interopérabilité, c'est un gros mot qui veut dire que les systèmes nombreux doivent travailler ensemble et communiquer ensemble. Sinon, eh bien, ce projet échoue. Et puis, last but not least, la cybersécurité, c'est le mot qu'on retient maintenant pour parler de sécurité informatique. La cybersécurité, eh bien, plus on multiplie les objets connectés et la dépendance aux objets connectés, plus on risque des intrusions et plus la vulnérabilité augmente. Donc réussir un projet IoT, c'est de penser à tous ces obstacles. C'est un parcours, on part d'une idée, il faut vite s'arrêter d'une manière collaborative et travailler sur les usages. Les usages, ça veut dire quoi les usages? C'est comment une personne, X, Y, un jeune, un vieux, un homme, une femme, un Allemand, un Italien, comment il va pouvoir utiliser le service qu'on lui propose. Donc il faut penser à ça, créer un réservoir d'idées, analyser la valeur, on va en parler rapidement. Après, un projet IoT, c'est y mettre en œuvre de l'ingénierie, savoir comment l'objet va être connecté au reste du monde, quelle plateforme va digérer, absorber, transformer les données, quelle application on peut en faire, comment on le déploie, comment on le maintient. Et après, tiens, une nouvelle idée apparaît et il y a une espèce de cycle, le cycle qui ne s'arrête jamais et on repart au 1. Donc tout ça nous permet d'arriver, voilà ce que nous, on propose dans l'Alliance IoT. C'est donc une série de 8 étapes distinctes, complémentaires. Et une fois qu'on a parlé des 8 étapes qui sont au centre, il ne faut pas oublier le fait que c'est un projet et donc il faut le gouverner. Et comme il y a plein d'acteurs, il faut qu'il soit coordonné, il faut piloter l'avancement, il faut conduire. Et donc tout ça, ce sont des sujets qu'il ne faut pas mépriser, et que souvent on laisse de côté en disant on verra ça ultérieurement. On a une idée, on a une technique, on a un capteur, on va brancher ça avec ça, puis à la fin, il va manquer quelques ingrédients pour que la mayonnaise puisse prendre. Donc, moi, en tant que consultant, j'interviens essentiellement sur les deux premiers éléments de la chaîne de valeur, les usages et la valeur. Donc, la première des choses, c'est d'imaginer un réservoir d'idées. Alors, vous connaissez la méthode du brainstorming. J'ai une idée, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. La semaine dernière, j'étais avec mon beau-frère qui me dit il faudrait qu'on invente une appli, et je suis sûr que ça ferait un tabac, une application pour reconnaître la race des chiens. Combien de fois on se promène dans la rue, on voit un chien, et puis on ne sait pas de quelle race.
Je dis, mais il est évident que cette application existe, déjà. Et pof, on regarde, et cette application existe déjà. C'est le Shazam du chien, et tac, vous prenez le chien en photo, et vous savez quel est son pédigré, quelle est sa race, et d'où il vient. Donc les idées, il y en a plein, et on les collecte, on ne se freine pas, et une fois qu'on les a collectées, on passe ensuite dans une analyse. Donc on les collecte, on les instruit, on les détecte, on les élimine. Il y a des idées qui sont bonnes et d'autres qui sont moins bonnes. Et puis ensuite, celles qu'on croit bonnes, on va les promouvoir. Je crois à mon idée, je vous la vends et je vous la promeux. Ensuite arrive une analyse de la valeur. L'analyse de la valeur, il n'y a pas de meilleure expression pour dire qu'il faut regarder à 360 degrés ce que c'est une idée. Et une idée, on va la regarder sous différents angles. Dans l'entreprise, on va d'abord commencer par le 1. On va sensibiliser les partenaires et la direction générale de l'intérêt de la démarche. On va avoir le réservoir d'idées, on va faire l'analyse de la valeur et on va travailler sur le modèle de rentabilité. On utilise quelques outils qu'on appelle d'intelligence collective. En anglais, on va parler de design thinking, c'est-à-dire on travaille ensemble, on se contredit, on s'ajuste, on est complémentaires pour pouvoir trouver des idées. Et ça, ce sont des ateliers qui doivent se faire ensemble avec quelques méthodologies. D'abord, vous voyez cette fiche qu'on a appelée carte idée, où on met une idée et on essaie de développer à qui ça sert, quel est le problème à résoudre, quels sont les partenaires avec lesquels je vais pouvoir travailler, quel est le modèle de commercialisation que j'imagine pour vendre mon produit. Donc ça, déjà, on réfléchit pendant une poignée d'heures, peut-être 4 demi-journées, 3 jours, pour enrichir, construire ce réservoir d'idées en essayant d'être assez complet sur les cartes. On vérifie que ce qu'on pense dans nos laboratoires, le point de vue du bureau d'études, il va correspondre avec le point de vue des usagers. Et ça peut être la valeur d'un projet business, c'est d'aller vérifier auprès des usagers potentiels ce qu'ils pensent. Ça va être des enquêtes trottoirs, ça va être des enquêtes en ligne, ça va être des interrogations, ça va être demander à sa belle-mère, demander à son beau-père. C'est qu'est-ce que tu penses de ces... Donc il y a une espèce d'études sociologiques qui doivent être faites pour que ce qu'on pense, avec beaucoup de sagesse dans nos bureaux, corresponde à peu ou prou à quelques réalités. Il faut ne pas faire l'économie de ça. On ne peut pas simplement imaginer ce que les autres pensent. Vous voyez ce que ça donne aujourd'hui lorsque certains pensent ce que les autres veulent. Ça crée parfois quelques agitations. Ici, il faut vite décider, vérifier, évaluer, et ça c'est du travail qu'on fait ensemble, avec une matrice classique. Quelle est l'attractivité de mon innovation IoT? Quelle est l'attractivité de ce produit? Comment les gens l'attendent-ils comme l'Apple Watch? Est-ce qu'ils l'attendent et qu'il y a une queue devant les magasins pour pouvoir l'acheter? Est-ce que c'est quelque chose d'énigmatique, de ridicule? Vous savez qu'une innovation, les 3 phases de l'innovation, c'est d'abord on considère que c'est ridicule, la masse pensante pense que c'est une idée ridicule, ensuite on la considère comme dangereuse, pour ensuite de dire mais c'est une évidence. Donc en fait, dans les débats et dans l'analyse de la valeur, il y aura tous les avis. On dira c'est ridicule, d'autres diront c'est dangereux, d'une manière ou d'une autre, et puis après avoir étudié, après avoir analysé, ça sera une évidence, exactement comme l'exemple de Miguel. La deuxième matrice, c'est à quel moment, donc l'analyse de la valeur, à quel moment mon innovation, mon projet IoT va-t-il rapporter de la valeur? Est-ce que ça va être rapidement, long terme, moyen terme, court terme, ou est-ce que ça va être, est-ce que le niveau d'effort pour le mettre en œuvre sera haut, moyen, élevé? Et déjà, c'est des questions ultra simples. Il ne faut pas beaucoup d'intelligence, on va dire, pour pouvoir rentrer dans cette analyse-là. Mais vous prenez ces axes-là, le time to market, le temps pour aller sur le marché, et puis l'effort que l'entreprise ou l'association ou la collectivité doit mettre pour pouvoir mettre en œuvre son projet. Déjà, quand on évalue, on étalonne avec un parterre de gens
d'horizons différents, et on évalue ça, et qu'on positionne ces idées sur cette matrice, déjà on se dit, je vais avancer ou pas. Ensuite, on peut se dire, à quel moment mes revenus vont-ils survenir? Est-ce que mes revenus vont, avec des projets IoT, vont survenir au moment où j'achète le produit connecté? Et c'est à ce moment-là que le client va générer le revenu. Est-ce que c'est au moment de l'installation? Est-ce que c'est au moment de la souscription? Et à quel moment allons-nous, espérons-nous avoir des revenus? Est-ce que c'est au moment de l'activation d'un service ou est-ce que c'est au moment de son usage? Donc vous voyez, à nouveau, c'est une série de questions simples, élémentaires, et il ne faut pas passer à la page suivante sans avoir répondu aux questions qui sont posées là. Ensuite, de manière très importante, il me reste 0 minute. Je volerai 2-3 minutes. Merci. On l'a dit, et vous l'avez vu avec la matrice des différentes étapes, tout seul, on ne gagne pas. Donc il faut absolument, nécessairement, obligatoirement trouver des alliés, trouver des partenaires avec lesquels on va travailler, réfléchir vers un projet commun. Et donc là, une fois qu'on a dit il faut des partenaires, c'est encore mieux de savoir ils sont partenaires de quoi? Ils sont partenaires technologiques, ils sont partenaires en marketing, et quels sont les échanges entre un acteur et un autre? Donc déjà, quand vous mettez ça sur la table, vous réfléchissez en atelier, vous inventez, vous imaginez les partenaires, vous les positionnez et vous définissez la relation entre un partenaire et un autre. Et donc vous pouvez imaginer qu'à la fin de l'atelier, il y a des flèches dans tous les sens. Il me donne ça, je lui donne ça. Il me donne ça, je lui envoie une facture, etc., etc. Donc on peut, ou du flux, ou de la matière, ou de l'innovation technologie, ou de la ressource humaine, ou des locaux. Enfin, il y a mille manières de faire, et c'est bien d'y penser avant. Souvent, on dit, on verra bien. Il y a plusieurs manières de partir en vacances. C'est on verra bien. Et ça peut être pas mal d'emmerdement. C'est l'aventure, mais pas mal d'emmerdement aussi. Si on réfléchit un tout petit peu aux grandes étapes, peut-être que ça sera plus facile. Ensuite, il faut réfléchir à l'avance au modèle de commercialisation. À quel moment et de quelle manière mes revenus vont-ils venir? Est-ce que ça va être sur le volume de données échangées? Est-ce que ça va être sur la fréquence de l'outil? Est-ce que ça va être sur la nature même de l'information qui est monnayée? Est-ce que l'information que je capture, je la facture? Est-ce que ça va être la valeur ajoutée d'être connecté qui fait que le produit va valoir un peu plus cher? Etc. Il y a 1000 manières de revenir sur son argent, le fameux retour sur investissement. Et donc cette analyse du modèle de commercialisation, ça fait partie de la valeur business de votre projet. Vous pouvez ne pas le faire, ça serait une erreur, c'est-à-dire que vous allez investir du temps dans un beau projet technologique avec des beaux partenaires, mais si vous ne savez pas le vendre et si le modèle de vente n'est pas crédible, vous aurez des soucis. Et je termine quasiment par celle-ci. Ça s'appelle un business case. Et un business case, c'est très très simple. Le mot peut faire peur. En fait, il ne faut pas en avoir peur du tout. C'est de la gestion de bon père de famille, comme on fait à la maison. Eh bien, on calcule ses dépenses, on identifie la nature de ces dépenses. Ça va être des dépenses en investissement hardware, en investissement software, en sous-traitance, en masse salariale, en frais technologie, en locaux, en réseau. On identifie l'ensemble des postes qui coûtent et on essaye d'identifier en face l'ensemble des postes qui rapportent. Et c'est ça le business case, c'est de mettre en rapport ce qui coûte par rapport à ce qui rapporte, de le positionner dans le temps et de trouver le fameux point rouge que vous voyez ici, qu'on appelle en anglais le break-even. C'est le moment où on est à l'équilibre entre ce qu'on a dépensé et ce qu'on a récupéré. Donc, à partir du point rouge, ici dans ce modèle, à partir de la 3e année, mon projet devient rentable. Sera-t-il rentable aujourd'hui? Je me lance et l'année prochaine, sera-t-il rentable? Peu probable. Vous imaginez Amazon, le nombre d'années
qu'ils ont vécu à perte, c'est juste incroyable. Mais ils avaient une idée, une vision, des targets, ils ont fait des investissements, et leur break-even s'est trouvé peut-être 10 ans après les premiers investissements. Je m'arrête là. Et simplement pour vous dire, commencez par le commencement, ne méprisez pas les questions élémentaires, prenez-les dans l'ordre, ne passez pas à la page suivante sans avoir répondu aux questions précédentes, et vous avez des chances d'avoir un projet qui aboutit.